Je m'appelle Pierre-Luc Racine, je suis humoriste et auteur. J'ai 37 ans. Avant, j'étais actuaire. J'ai gradué de l'ENH en 2018, profil auteur. À cette heure, qu'est-ce que je fais, mon Dieu? J'écris pour RDS Jeux vidéo. J'ai un podcast sur RDS Jeux vidéo. J'écris sur Urbania. J'ai mon podcast 3 bières qui a été nominé 2 fois aux Olivier. J'ai écrit un livre au mois de mai. J'anime ma propre soirée. J'essaie d'écrire du nouveau matériel. Mes réseaux sociaux sont assez actifs. Et j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent. Je suis extrêmement chargé. J'ai la chance de faire partie de ce projet-là. On est parti sur la route. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai hâte de voir. J'ai hâte de vous montrer ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr pour Rouler, mais pas sur l'or, le podcast initié par notre ami, votre ami, l'ami de tous, Vincent Descoteaux, avec ses partenaires Olivier Picard et Pierre-Luc Racine, qui est mon invité aujourd'hui. Pierre-Luc, salut. Salut Guy, ça va bien? Merci, ça va super bien. Yes! J'ai dit que c'était Vincent, mais comment s'est né le projet Rouler, mais pas sur l'or? Le projet date d'il y a vraiment longtemps. On parle d'une époque où est-ce qu'il n'y avait pas de distanciation, puis que les gens toussaient dans leur face, puis que des gouttelettes se faisaient aller. Je sais pas en date de mois et de jour quand est-ce que c'est né. Mm-hmm. Je me souviens que dans le temps, Vincent avait un projet qui s'appelait Pas Connu, qui était la version embryonnaire de tout ça. Et je faisais partie des gens pas connus dans le projet. Puis, on a tellement d'affaires à gérer des fois que je pense que Vincent l'a pitché à des places, puis ça n'a pas vraiment abouti finalement. Et ça l'a fini un peu sur la tablette. Puis là, je parlais avec Vincent, je suis comme « Hey man, ce projet-là, qu'est-ce qui arrive avec ça? » Puis là, il me dit « Ah, on pourrait le... Je pense qu'on le trouvait à stériliser, je pense. On était sur la brosse un peu, là, puis on faisait comme... Beaucoup de choses sur la brosse qui se font vers stériliser. Beaucoup de choses sur la brosse. Il n'y a pas grand-chose à jeun qui se font vers stériliser. En fait, juste pour rendre ça vraiment clair, c'est à partir d'une conversation à jeun qu'on a fait genre « Hey, on en parlerait encore mieux si on était au verre stérilisé. » C'est ça. Ce brainstorm-là va aller mieux là-bas. Tout ce qu'on a dit est arrivé le même soir. Oui, sur le banc d'église, ça va aller mieux là-bas. Yes. Puis l'affaire que j'ai dû dire à Vincent, c'est qu'il faut changer le nom. Ouais. Parce que pas connu, je trouve que c'est pas vendeur, puis c'est même un petit peu péjoratif envers nous autres. Très rébarbatif pour quelqu'un. On va te voir le show des pas connus. C'est ça. Puis et aussi, je comprends l'idée, mais tu sais, c'est moyen de le faire autrement, puis tout. Puis là, parce que de là, on voulait le faire. Mm-hmm. Puis une affaire qui est le fun de moi et Vincent, c'est qu'on se complète assez bien. Ouais. Puis moi, où je suis utile, c'est de sortir mon fouet puis avancer cette affaire-là. Parce qu'on a tellement tous des deadlines que si c'était pas des deadlines, même virtuels ou imposés, ça avancera pas. Fait que là, j'ai comme créé un fichier Excel avec... J'ai jamais fait ça de ma vie, là. J'ai comme aucune expérience de production dans la vie, là. Mais faire un fichier Excel, j'en ai, je suis capable. En tant qu'ancien actuaire, j'en ai fait pas mal. Mais c'est de trouver, faire des deadlines, faire des notes pour tout le monde de production, puis déléguer qui est là, faut faire ça, faut contacter ce soirée-là, faut qui a un lift. Au début, je pensais peut-être avoir une commandite de voiture d'autopartage. Je me demande bien c'est qui. Puis finalement, c'est pas arrivé. Puis aussi d'autres voitures, c'est pas arrivé non plus. Fait que toutes ces affaires-là qu'il fallait coordonner, je pense que j'ai servi à mettre le feu. Il y avait une braise, puis moi, je suis venu souffler là-dedans, puis après, le projet a existé. Le projet est parti... On est encore en pandémie, on a encore des normes à respecter, mais le projet a été lancé quand ça faisait quand même longtemps que tout le monde avait fait du stand-up, tout le monde est allé sur scène. C'était comment de, en plus, remonter sur scène après des mois, quasiment 1 an pour pouvoir en faire, plus t'es filmé, tu fais un documentaire. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? C'est l'excitation. Parce qu'une des affaires de pas être connu et de pas avoir de notoriété, c'est que t'es pas appelé à faire des shows si t'es chez vous tout seul. Ouais. On n'est pas des gens pour qui le téléphone sonne vraiment, vraiment gros. Fait que c'est excitant pour nous de faire nos propres projets, nos propres soirées, nos propres shows. Fait que de mon côté à moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je vais sur une scène et dire des niaiseries. Fait que il faut l'écrire. Moi, je suis juste content de pouvoir faire ça, de pouvoir faire le plus de shows possible. Même si il y en a là-dedans qui étaient moins agréables que d'autres, j'ai fait ma job alors que c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Après le premier show, c'était quoi? C'était au parc? Oui, alors, on a fait une run de show de parc avec le bordel.
Après, on a fait le Sherbrooke en... Joliette. Ouais. Ah oui, Joliette. Ah oui, ce fameux show qui a bien été. Oui, ça fait fantastique. Joliette, les Noirs. Ensuite, on a fait Sherbrooke, c'est ça? Et après, la tournée. Oui, exactement. Puis, ça fait déjà... Là, on est rendu fin septembre, début octobre. Ça fait déjà 1 mois. Puis moi, dans la vie, j'ai une mémoire ridicule de poisson parce qu'il se passe tellement d'affaires dans ma job que j'oublie tout le temps tout. Puis là, c'est vraiment, une affaire que je faisais dans la discussion de cette affaire-là, c'est genre, Vincent, il faut le faire bientôt. Parce que je vais tout oublier les histoires qu'on a vécues à Gaspésie. Là, je comprends. Donc, quand le projet, c'est ça, les parcs, tout ça, c'est un peu du réchauffement, là, sans être péjoratif, mais c'est comme du rodage, en quelque sorte. Comment tu as trouvé cette étape-là de faire des parcs, de faire d'être à l'île Noire, de faire Joliette, ceux qui font pas tant partie de la tournée? Ben, en fait, moi, j'ai fait full de show au mois d'août parce que le 28 août, j'avais mon show solo dans lequel tu avais fait ma mise en scène. Tu étais super bon, super efficace. Pour de vrai. Engagez-moi! Absolument. Pour de vrai, faut que je te paye. En plus, c'est une affaire que j'ai parlé. J'ai oublié de te le faire encore. Avant que je parte, je l'ai en plus sur moi. Bref. Fait que moi, je voulais faire le plus de shows possible pour être le plus solide possible à mon show. Puis moi, j'étais vraiment dans une situation où j'avais joué une fois en avril, puis peut-être une fois au mois de mai, peut-être une fois au mois de juin. Fait que là, bang, mois de juillet, où je pense que j'ai fait genre 20 shows parmi tout ça. Et à travers ça, il y avait le documentaire. Fait que pour moi, c'était le fun. C'est le début de mes shows. C'était revenir à parler devant du monde, aussi à parler du monde. Tu sais, j'ai beaucoup évolué dans le confinement parce que j'ai consulté une orthophoniste. Fait que là, c'est comme, c'est quoi cette version-là drôle de moi qui sort sur une scène, puis comment est-ce que je vais pouvoir maximiser ça. Fait que même si les shows de parc sont pas super optimales au niveau du setup, au niveau de plein d'affaires, ben il y a pareil assez de monde pour avoir une réaction, puis pour avoir une présence sur scène, puis qu'il se passe de quoi. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment appris à chacun de mes shows que j'ai fait au mois d'août. Des fois, j'ai appris à parler plus fort, des fois à parler moins fort, des fois à moins gesticuler, des fois à plus gesticuler. Puis ça a vraiment bien culminé. Je pense que je me suis pas planté du mois d'août, ce qui est vraiment le fun. Puis je pense que je suis rendu à plus me planter. Fait que c'est vraiment ça, c'est un beau constat, je suis vraiment content. Puis fait que je suis juste content, genre je presse sur une scène, puis même si c'est une scène qui n'existe pas, s'il y a un micro, puis il y a un speaker, je vais être là pour faire des blagues. Ouais. Avant qu'on entre dans la tournée, le premier titre, c'était Pas connu. C'était-tu une peur que vous alliez en Gaspésie, aller à Québec, aller à Sherbrooke, aller un peu partout, puis qu'il n'y ait pas de monde? Ben, c'est arrivé. C'est arrivé au Témiscouata, puis c'est la vie, là. Tu sais, je veux dire, en tant que gars pas connu, ça arrive... Témiscouata, c'est quand même beaucoup de route pour, finalement, pas faire d'argent. Ouais, mais au pire, c'est avec mes amis, puis si on vient kiff-kiff, j'ai passé du bon temps, puis on a pu travailler nos textes, on a pu réfléchir, puis avoir des belles soirées, puis des belles journées. Puis c'est comme ça que si je perds pas d'argent, je suis content de faire des shows en ce moment. Je suis pas encore au stade de pouvoir me dire « Ah ouais, ça paye pas assez cette affaire-là. » Je suis encore au stade de faire toutes les shows, de chaque personne qui m'ajoute sur Instagram est un changement et m'enligne vers le fameux swipe up ou le link sticker. Fait que moi, je vais y aller au bat, man. Je vais y aller au bat. Puis, tu sais, comme mettons, en ce moment, là, j'ai mon show solo prévu le 13 novembre à Québec. Puis ça, je pense que je suis confiant que je vais le remplir au moins une fois. J'ai rempli 2 fois le terminal à Montréal aussi. Fait que ça, c'est cool. Le même soir? Le même soir, exactement. Fait que tu sais, je sais que j'ai des pochettes de gens qui me connaissent à des places. Fait que ça, c'est le fun. Je vais pouvoir me permettre de me promener dans ces 2 villes-là. Et j'ai tout ici engagé pour faire mon show le 20 novembre à Chicoutimi. Puis là, c'est le fun, ils me produisent. Fait que j'ai pas à me stresser avec ça. Puis je me suis dit, hey, tant qu'à y aller là-bas, autant aller voir du côté du lac, c'est pas quelque chose. Fait que là, j'ai contacté un bar au lac à Alma. Puis là, je m'auto-produis. Puis là, ça se pourrait qu'il y ait genre 10 personnes. Puis si c'est ça, ben ça va être 10 personnes qui sont déplacées. Puis ben content de les faire pareil. Là. Ouais. Allons-y dans la tournée. C'est quoi tes moments forts, tes moments faibles, tes moments de doute dans cette tournée-là? Les moments forts, pour de vrai, le moment fort pour moi, c'est vraiment le show du Sea-Shack. J'ai tellement eu de plaisir au Sea-Shack, c'est incroyable. Puis c'était aussi la première fois que j'animais depuis un bon bout. Puis je suis vraiment content, je trouve que j'ai bien animé, je trouve que ça a mis la table là-dedans. J'aurais pu être déstabilisé par le monde au début qui parle, par les gens
qui sont déjà en début de brosse. Mais finalement, ça avait super bien été. Je suis vraiment content. Tout le monde a bien rentré. Tout le monde était bon. À un moment donné, on a géré une situation parce que le soleil s'est couché trop tôt. Puis on a réussi, pareil, à faire avancer le char pour éliminer Megan. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment trippé. C'est vraiment une espèce de belle soirée. Genre, si toutes mes soirées étaient comme ça, je suis très heureux dans la vie, mais je serais incroyablement heureux. Ouais. Y a-tu un moment où est-ce que tu t'es demandé un peu pourquoi vous faisiez ça? C'est quoi les gros doutes qui sont installés chez toi au courant de la tournée? Lorsqu'on a parti le projet et qu'on avait le clé qui fait vous, on passe à la route, je me souviens avoir dit hey gang, si c'est de la style de merde puis il se passe rien avec ça, ben au pire c'est 4 shows le fun, puis au pire c'est 4 jours avec du monde nice que j'apprends à plus connaître. Tu sais, mettons, au début, Oli, je l'avais vu en 2019 dans un show d'atelier de Frank Grenier que j'animais. Ouais. Après, je l'ai vu une fois à Drummondville dans un show, il y avait 12 personnes. Puis après, je pense que je ne l'ai pas revu depuis le début de ce projet-là. Tu sais, au début du projet, on s'était même pas ensemble abonnés sur Instagram. On n'était pas tant amis. Megan non plus. Tu sais, Megan, je ne connaissais pas du tout. Puis j'ai appris à connaître ces deux personnes-là. Puis genre, je suis content de les avoir dans mes proches, là, que je peux savoir c'est qui, puis leur dire allô, puis avoir une discussion avec. Fait que je suis content. Au pire, c'était ça. Ouais. Fait que c'est comme genre si tu vas au casino avec genre 20$, puis t'es comme tu sais, perdre 20$, c'est pas grave, mais j'ai tellement gagné que ça vaut la peine. Je reviens, t'as publié aussi un livre en 2021. J'ai publié un livre en 2021. Qui s'intitule Comment lâcher sa job de boîte et, entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves aux éditions KO. Vivre de ses rêves en autoproduction. Ouais. C'est quoi les avantages de faire de l'autoproduction? En autoproduction, ce qui est le fun, c'est que tu fais ce que tu veux. 100% ce que tu veux. Il n'y a rien, puis tu crées quelque chose. En tant qu'artiste, notre job, c'est de créer notre job. Il n'y a rien, tu crées un livre. Il n'y a rien, tu crées un show. Il n'y a rien, tu crées un statut Facebook, tu crées un post Instagram, tu crées un TikTok. Il n'y a rien, il faut que tu crées quelque chose. Ouais. Puis en autoprod, ce qui est le fun, c'est que tu as vraiment le lousse sur ce que tu crées. Tu as l'heure. Tu attends de faire un show à 1h du matin, vas-y. Ça va faire un show en après-midi, vas-y. Tu vas faire un show dans une épicerie, puis l'épicerie te dit viens-t'en, mais vas-y. Tout ce qui est vraiment le fun, la créativité derrière l'autoprod, ce qui est le fun. Ce qui est moins le fun de tout ça, c'est se charger de tout. Là. De tous les chapeaux. Là. Comme trouver ma première partie, par exemple. Trouver le bar que ça adonne, que ça étende, puis qu'il y a des bonnes conditions aussi pour le faire. Parce que moi, une affaire que je fais vraiment attention, c'est que je suis dans des conditions qui vont me faire bien paraître. Parce que souvent, c'est une affaire que les gens comme moi doivent faire, c'est bien paraître constamment. Parce que sinon, tu sais, au pire, si c'est un show qui est tough, les gens dans le public savent que alors, le feu n'est pas là, c'est plus grave, mais si nous, on paraît bien, c'est cool. Fait que, est-ce que c'était une soirée où est-ce que tout le long, il y a du monde, les serveurs montent sur la scène pour servir la bière ou je sais pas trop, il n'y a pas de respect envers les artistes, c'est de la boîte. Ouais. Fait que, en autoprod, ce que j'aime pas, c'est les 8000 chapeaux. Là. Fait que, c'est ça. Vas-y. C'était un peu vers ça que je m'alignais. Les 8000 chapeaux, c'est quoi, j'imagine? C'est à cause du stress, à cause... C'est à cause que faut que tu produises. C'est-à-dire que là, il faut que... C'est épuisant, en fait, faut que tu bookes. Faut que tu bookes, faut que tu fasses le graphisme. Mettons, moi, mes affiches, c'est moi qui les ai faites. Fait que Humour au Date, ma soirée d'humour et ma tournée, c'est mes affiches que j'ai faites moi-même. Et aussi, c'est faire les liens, points de vente, ces affaires-là qui prennent du temps, créer des événements Facebook. Ensuite, c'est contacter les gens des fois en privé pour leur dire « Hey, viens à mon show, j'ai dans ton coin. » Et aussi, c'est savoir qui est dans le coin. Fait que, mettons, ces temps-ci, je fais des stories de comme « Hey, si t'es Alma, puis tu viens revoir mon show, réponds un emoji ici. » C'est juste pour lancer une perche, savoir qui me suit, qui est dans ce coin-là. Et il y a, moi, le bout que je suis extrêmement mauvais puis que Vincent est vraiment meilleur que moi, c'est tout ce qui est marketing et promotion. Là. Okay. Moi, amener du monde à mes shows. Comment? Merci. Crème. Viens d'où cette voix-là? Ouais, c'est la voix du maître du loft qui est venu. Ça. Vincent est capable d'avoir du monde dans ses salles malgré le peu de notoriété qu'on a. Ouais. Moi, c'est une affaire que j'ai vraiment ouvertement de la misère avec. Je sais pas comment ce qu'il fait. Puis, fait que, tu sais, moi, c'est ce bout-là qui me stresse de comme vendre des billets. C'est l'affaire, j'haïs plus à terre. J'haïs vraiment ça. Ouais. Si je serais game d'avoir des salles à moitié pleines puis quelqu'un s'en occupe tout le temps sans arrêt. Genre, à ce point-là. Puis, c'est extrêmement stressant de voir. Tu sais, mettons, moi, je suis chanceux pour mes 2 shows terminales. Le 1, c'est à 19h, c'est vendu en quelques jours. Puis le deuxième, il s'est sold out l'avant-veille au matin. Mais ça me stressait. Là. Ouais. Ça me met extrêmement sénère. Puis ça, c'est le bout que je déteste. Là. Ouais. C'est quoi l'avantage? Parce que là, tu l'as dit tantôt, ton show
ton heure que tu fais. C'est quoi le titre encore? C'est rire et entre parenthèses, essayer de oublier tout le reste. Comme ça, les titres avec des parenthèses. J'adore les titres longs. Je trouve qu'il y a une mode au titre court en général. Puis moi, j'aime vraiment ça. Joker, ouais, même en humour aussi. Tu sais. Puis moi, c'est une affaire que j'aime vraiment, c'est des titres très très longs. Puis si je me retenais pas, il serait encore plus long que ça. OK. Quand tu vas le faire à Chicoutimi, il va être produit par la salle. Ouais. Quel avantage tu vois être produit par une salle? Tu l'as effleuré un petit peu tantôt, là, mais... Moi, je suis dans un moment, en ce moment, où j'aimerais être produit parce que j'ai pas à dealer avec le stress de je viens ici pour rien, puis est-ce qu'il faut que je paye ma première partie, puis tout ça. Puis essentiellement, ce qui se passe, c'est que j'ai un cachet de base. Et ce cachet-là me sert à payer mon déplacement, ma première partie, ma bouffe, telle affaire, tu sais. Puis après ça, je peux calculer d'avance, je m'en vais, puis je sais combien je vais faire d'argent avant, peu importe s'ils sont 3 ou si c'est sold out. Et c'est le producteur qui, lui, prend le risque en me donnant... Il se dit, ah oui, ce gars-là, je peux lui donner 700$, il va avoir, mettons c'est 700$, je peux lui donner 700$, puis ça va être ça, genre. Ouais. T'as été actuaire, tu comprends la notion de gestion de risque. Absolument. T'es un gambler, t'aimes aller au casino pour gagner. C'est quelqu'un qui aime ça gagner, puis j'ai déjà passé des étés au Casino de Montréal à faire de l'argent. À gagner. J'ai déjà aussi payé une session d'université de NH en jouant à 3 bières dans un tournoi qui durait 17 heures où j'ai battu 36 000 participants environ pour faire 3 000 $. Bravo. Merci. La gestion de risque de partir en tournée sans savoir où tu t'en vas, comment tu fais pour dealer avec les autres trucs personnels? Comment tu fais pour gérer l'argent au travers de tout ça? C'est une super bonne question parce que l'argent, je viens d'une place d'ancien job parce que j'en avais. Puis là, j'en ai vraiment plus. Puis ça fait en sorte que en ce moment, j'ai la chance de me plaindre en ce moment. J'ai la chance de me plaindre qu'il faut que je fasse trop d'affaires pour avoir 1000 $ par mois. Je dois faire en un mois 4 articles pour RDSG Vidéo. Ça veut dire que c'est l'écriture, la recherche, la bannière, la réécriture, la promotion. Ça 4 fois. Il faut que je fasse 2 podcasts pour RDSG Vidéo, c'est-à-dire faire le booking, me déplacer pour l'enregistrement et faire la recherche aussi sur le jeu qui va être en question. Il faut que je fasse 4-3 bières par mois. Ça veut dire qu'il faut que je fasse le booking, que je me déplace, puis que je fasse la recherche sur les invités. Et aussi que je fasse la promo. Il faut que j'écrive pour Urbania. Fait que pour Urbania, c'est le même principe encore, puis c'est la même charge encore. Et aussi à travers ça, il faut que je fasse ma propre soirée d'humour. Et ça revient encore à écrire du nouveau, à booker, à faire la promotion, à faire que j'aille puis que je suis pas bon pour faire ça. En plus, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai sûrement d'autres affaires que j'oublie. En ce moment, j'ai écrit un livre aussi à travers tout ça. Puis il faut que j'écrive du nouveau aussi constamment. Puis ça, c'est une affaire. Puis aussi, il faut que je fasse mes propres shows. Ton cerveau est tout le temps pris par ça. Constamment occupé. Puis je jongle avec beaucoup de balles, puis des fois, il y en a qui tombent. Genre, j'ai pas le choix de le dire. Fait à travers tout ça, mettons, quand je décide de m'autoproduire comme je fais à Québec, c'est parce que je suis pas mal sûr que ça va bien aller. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir un nombre suffisant de billets vendus. Puis aussi, le deal là-bas, il est bon. Tu sais, genre, la salle me coûte rien. Fait que rendu là, c'est vraiment plus simple. Ouais. Puis mettons, au niveau de Alma, j'aurais jamais été là si j'avais pas été invité à Chicoutimi. Parce que je connais pas mon marché là-bas. Quel conseil tu donnerais à un humoriste, jeune ou moins jeune, mais on va dire jeune humoriste, qui voudrait se produire, qui se lance, qui est pas nécessairement connu? C'est quoi les étapes? Est-ce que ça aide, mettons, d'avoir déjà un podcast? Est-ce que ça aide d'avoir déjà une certaine notoriété auprès de certaines personnes? C'est dur à Comment dire. tu te lances C'est dur à dire. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est mesure tes attentes. Tu sais, si... loue pas le Saint-Denis en partant. C'est ça que je veux dire. Puis des fois, c'est... tu sais, si t'as une gang que t'as fait de l'école avec eux, ils sont 20, ils sont tout le temps tes shows, ben good, profite-en. Fait qu'eux, ils vont faire parler. Puis ça, c'est vraiment une espèce de bon début. Puis vas-y avec ton petit public de 20 déjà. Ça vaut quelque chose, puis c'est important. Tandis que... fait que si tu pars en peur, tu vas être déçu. Fait que je dirais juste comme vas-y graduellement. Puis lorsque ta salle est pleine, ben va à une plus grande salle. Puis plug-toi, travaille fort. C'est vraiment du travail. Puis aussi, arrange-toi pour, tant que tu sors, d'être bon. T'sais, moi, j'ai pas été bon vraiment longtemps parce que j'avais de la misère à m'exprimer. Fait qu'il fallait que je trouve des twists pour essayer de trouver des façons d'être drôle sans être moi-même. Puis là, à cette heure, je peux être drôle étant moi-même, puis ça va super bien. Mais je suis pas mal sûr que du monde qui le savent pas
parce qu'ils m'ont vu jouer en 2017 puis c'était une horreur, genre. Ouais. Ça me fascine d'aller voir une orthophoniste Ouais. pour t'exprimer mieux si on réécoute 3 bières Ouais. dans les 5 dernières années, dans les 4 dernières années même. Ta façon de t'exprimer n'est pas la même. C'est quoi l'importance de bien s'exprimer sur scène? Ça peut avoir l'air niaiseux comme non, question, c'est absolument pas niaiseux. C'est absolument pas niaiseux parce que la scène, c'est extrêmement, je vais dire, pas radical, cutthroat, c'est extrêmement, c'est super, pas dangereux, mais ça pardonne pas. Là. Sur une scène, tu peux pas reprendre une joke. Ouais. Ça se fait pas. À la télévision, tu peux faire couper le montage. OK, on leur fait celle-là, puis ça arrive, j'ai été sur des tournages où est-ce qu'ils ont fait 8 fois la même joke, où est-ce qu'ils arrêtent au complet pour refaire un numéro, ça s'est vu ça aussi. Ouais. Au pire, en radio, c'est pas plus grave que ça, tes partenaires vont surrire anyway. Mais sur une scène, si tu fuck une joke ou que t'arrives à parler comme ça, puis ça chie de même, ben ça marchera pas. Ouais. Fait que c'est super, super important. Moi, je suis même surpris que 3 bières a existé, c'est rendu aussi loin avec ma présence, qui était un boulet dans l'affaire. Là, genre. Fait que je serais content. Une fois de plus, c'est une affaire qui montre que c'est que moi et Yannick, on travaille vraiment fort. Puis c'est ce travail-là qui a fait qu'on était constant, qu'on a eu des bons invités, qu'on a cherché à s'améliorer tout le temps, qu'on change la formule des fois. Puis avec ça, ben, ça a permis de marcher malgré ma présence qui parle tout croche. Mais mais c'est ça, il faut vraiment, dans mon cas, moi, il fallait voir un orthophoniste parce que c'est un vrai problème que j'ai. Puis aussi, quand que j'ai commencé à faire ça, puis de peut être actuaire, j'avais été faire un cours de voix et diction. OK. Daniel Fichot. Ouais. Puis ma prof, c'était une femme de théâtre et de voix. Elle a fait du voice-over à Canal D, là, celle qui fait un tueur si proche, cette affaire-là. Genre, comme. Puis, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est ben Pierre-Luc, sur une scène, il faut que tu cries quasiment parce que si tu cries, ben tu vas te projeter, puis 2, tu ne pourras pas parler vite si tu cries. C'est vrai. Ce qui est faux. Je suis capable de le faire T'es pareil. capable de le faire parler vite et crier en même temps. OK. Et en fait, c'est ça. Et ça aussi, elle m'a dit, il faut que tu surarticules. Comme ça, si tu surarticules, t'auras... Fait que, tu sais, j'arrivais sur les scènes en parlant comme ça, là, tu sais. C'est très handicapant, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas ça le problème. Fait que même ça m'a aidé à... C'était quoi le problème, finalement? Ben, le problème, c'est que je fais du bégaiement puis de l'encombrement. OK. Fait que, essentiellement, ce qui se passe, c'est que, du bégaiement, tout le monde sait un peu c'est quoi. L'encombrement, c'est vraiment que tous les mots veulent sortir de ma bouche en même temps parce que je pense super rapidement puis je prends pas le temps de formuler mes phrases avant de les parler. Fait que ça fait en sorte que je respire pas à bonne place, je prends pas les pauses à bonne place, puis si je me laisse lousse, je fais des phrases qui sont extrêmement longues avec des mots qui s'appellent télescopés. Ça veut dire que, mettons, au lieu de civilisation, ça va être civilisation. Ouais. Puis genre, vu que je vais parler vite puis vraiment longtemps, fait que là, si, mettons, le 3e mot, t'as pas compris, le temps que ton cerveau comprenne ce qui s'est passé puis qu'il déchiffre ce que j'ai dit, moi, je suis rendu 2 paragraphes plus loin puis c'est un charabia incroyable et dur à suivre pour le monde. Ouais. Puis sur scène, je faisais attention, mais je me souviens des fois, moi, dans la vie, j'ai de la misère particulièrement avec les mots de 4 syllabes ou plus. Puis je me souviens des fois, ou de certaines expressions qui suivent, genre oublier, j'ai des cuisiniers, des affaires particulières qui me font rusher. Puis je me souviens être comme, ah non, ce mot-là s'en vient, puis là, comme tu vois, genre dans mon show, il y a 2 fois que j'ai rushé une phrase, puis je suis comme, ok, là, il faut que je trouve une autre formulation pour la faire. Okay. Mais à cette heure, au pire, juste une phrase sur 1 heure, fait que c'est bien dans l'heure. C'est fabuleux. Ouais. Vincent, on est rendu à combien de temps? Je pense qu'on arrive à la fin. On est rendu à 22 minutes, en fait. 22 minutes? C'est ça, on visait le 30, mais allez-y, selon mon votre parcours, convenance. ça va être... Oui, absolument. Oui, vas-y. Parle-moi de... C'est ça, on en a parlé. T'as été actuaire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire l'école de l'humour? Moi, j'ai tout le temps aimé l'humour. Pas aimé nécessairement, juste le consommer, puis mon Dieu, c'est bien le fun d'écouter des VHS de Pierre Légaré. De Pierre Légaré, le best. Mais aussi, c'était vraiment de lire ses livres mots de tête, puis les décortiquer pour voir pourquoi cette blague-là me fait rire, pourquoi cette blague-là me fait pas rire, comment est-ce que c'est écrit, lire les... quoi ne pas faire ce week-end de Bruno Blanchet, puis même affaire avec ça, puis pourquoi est-ce que je préfère ce livre-là qu'un autre, lire Le Chat, puis analyser tout ça, écouter François Pérusse sans arrêt, genre sur l'auto-reverse, puis genre... Pourquoi le livre Histoire drôle me fait pas rire? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que, genre, 100 blagues d'Halloween me font pas rire, tu sais? Puis, c'est des super bonnes questions qu'ils ont déjà développé mon sens de l'analyse humoristique. Puis, derrière tout ça aussi, je mets ça ancré
depuis que je suis jeune, même dans le temps que j'avais 12 ans sur MIRC, genre un système de chat, que dans le temps, tu pouvais, comme quand tu quittais, tu peux faire un message en partant, tu faisais /quit, je pense, puis entre parenthèses quelque chose, puis ce message-là apparaissait. Mais moi, c'était tout le temps une joke. Bon, une joke d'enfant de 12 ans, c'est vraiment pas le best, mais j'étais tout le temps en train de créer des blagues déjà. Dans ICQ, mon username, après, c'était une joke. Sur MSN, c'était tout le temps une joke après. Te souviens-tu des jokes que t'as pu écrire à 12-13 ans? Hey, j'espère. L'autre fois, genre, j'ai comme... Tu préfères pas t'en rappeler? Non, j'aimerais tellement ça. Okay. J'aimerais tellement ça parce que ça doit être tellement particulier de voir une version plus, pas épurée, mais naïve de moi. Puis voir qu'est-ce que je pensais à 12 ans de ce qui m'entourait, puis qu'est-ce qui me touchait à 12 ans. Ouais. Puis c'est quoi le genre de joke que je faisais. Probablement beaucoup de jeux de mots, parce que dans ça me faisait rire, des mauvais jeux de mots. Puis juste vraiment des observations, beaucoup d'humour noir, sûrement dans le temps aussi, parce que à 12 ans, c'est genre 98, 96, fait que c'est comme l'humour noir, pis t'es pas prêt, puis les genre des barbelés puis des feux partout. Fait que c'est cette époque-là un peu aussi, là. Ouais. L'époque Jerry Springer, tout ça. Ouais. Ça pète. Ouais. Mais au moins, mon humour en est pas trop teinté aujourd'hui, ça, je suis content. Ben, tu sais, pour t'avoir vu sur scène, tu parles de Pierre Légaré, tu te poses beaucoup de questions sur scène. Ouais. Comme Pierre Légaré pouvait faire dans le temps, comme... tu sais, t'es quand même en phase avec ton époque, là. On est dans une ère où est-ce que l'humour est plus empathique. Ouais. Bienveillant, t'as ça quand même en toi, là, que dans ton approche sur toi-même, mais face aux autres aussi, de pardonner tes défauts, mais les accepter puis vivre avec tes défauts. Je trouve ça important de... Tu sais, mettons, moi, je suis plus vieux que tout le monde, là. Je vais dans un show d'humour, je suis plus vieux que tout le monde. Je suis sur un line-up, je suis plus vieux. Et j'ai commencé à ça à 33 ans, je suis rendu à 37. Ouais. Puis déjà à 33, je suis plus vieux, puis là, je vais avoir la 40, puis je le sais que... Il y a une phrase que tu me dis souvent par rapport à la télé. Pis ouais, tout je suis une vieille race qui parle mal. Une vieille race qui parle mal. Ouais. Et je trouve que ça devrait être le nom d'un one-man show. Ouais, je sais. La vieille race qui parle mal. Pierre-Luc Racine, la vieille race qui parle mal. Ça, ouais. je trouverais ça fabuleux. Il y a un autre humoriste qui m'a dit que j'aimerais commencer mon show de même. Mais je trouve ça un petit peu stiff. C'est un peu... C'est dry un peu pour commencer un show. Mais genre, puis aussi, je sais pas à quel point que c'est vendeur, une vieille race qui parle mal. Mais je serais intéressé à définitivement exploiter ce côté-là. Fait que, tu sais... mon âge aussi, ça fait une différence dans le sens que je suis devant des jeunes de 22 ou 23. À l'abreuvoir, tu vas là, puis ils savent pas c'est quoi, puis t'as les pirates, là. Ouais. Fait que, puis c'est correct, c'est générationnel. Moi, je savais pas c'est quoi Allo Boubou, puis les pirates Maboule, tu sais. Puis, fait que c'est vraiment notre génération, mais au moins aussi, une affaire, je veux dire avec ça, c'est que y a rien que je trouve plus triste qu'un artiste qui veut pas vieillir. Y a rien je trouve plus triste qu'un artiste qui haït les jeunes. Ouais. Je trouve ça l'affaire la moins. C'est un équilibre, c'est savoir vieillir en restant ouvert à ce qui se fait. C'est ça, exactement. Se mettre en danger. C'est ça. Puis moi, j'aime tellement mieux être de l'humour que je fais aujourd'hui. Puis tu diras, parce que tu sais, une affaire que je fais beaucoup, c'est l'humour d'autodérision. Puis là, il a fallu que j'enlève des jokes d'autodérision finalement en plein milieu de mon show parce que genre le monde m'aime, puis ils n'ont pas envie de les entendre. Puis avant hier, à Sainte-Thérèse, j'avais des 11 sur une blague que à mon show ça va marcher. Puis là, OK, genre, je suis assez sympathique maintenant pour que en 2021, ces blagues d'autodérision-là, les gens ils veulent pas avoir de la peine pour moi. Là. Puis c'est quoi les jokes? Une d'entre elles. Ouais, c'est la joke que le matin où est-ce que j'ai été approché pour faire une pub. J'ai fait du voice sur voice, qui est une histoire vraie, dans le temps que je parle encore très très mal. Puis j'en revenais pas. Puis le message commençait par bonjour, monsieur Racine, on a pris le temps de vous contacter, vous, directement, parce qu'on a cru comprendre que vous n'avez pas de gérant. Puis là, ma joke, c'était comme, hey, crème, ça commence bien une journée, ça me rappelle que j'ai pas de carrière. Un peu plus, puis ils sont comme, ouais, non, vous envoyez un message parce qu'il est rendu 11h, là, on s'est dit que vous dormiez encore. Ouais. On s'est dit que vous avez du temps de dos ces temps-ci, tu sais, on voit pas tant que ça à la TV. Puis là, genre, c'est des bonnes jokes qui avaient full marché quand j'ai fait dans le temps que j'animais aux Zaz. Ouais. Puis qui ont pas marché jamais après, genre. Parce que là, on le voit que tu as une carrière aussi. Parce qu'on le voit que c'est plus la réalité. Ben, tu vas pas arrêter pas à TV, mais j'ai pas une carrière, puis... Non, mais t'as ton podcast qui roule fort. Ouais. T'as RDS Jeux vidéo qui roule bien. Ouais. Tu sais, on te voit, t'es actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu publies des jokes sur Facebook, sur Twitter, t'es quand même présent. On voit que tu fais quelque chose. Je travaille vraiment fort. Je travaille constamment. Puis je travaille vraiment dans les gens qui s'abonnent à moi, dans ma tribu, je pourrais m'appeler ça. C'est des gens que je recrute un à un, pas en les tirant par le bras, mais par des coups de chance, puis par quelqu'un qui a partagé quelque chose. Puis là, autre crème, Arnaud Soli a sharé une de mes affaires, bang, 100 abonnés de plus. Tu sais. Ouais. Ou Jean-Thomas Robert a sharé une de mes affaires, bam, 40 abonnés de plus. Puis ça arrive une fois par 2 mois que quelqu'un fasse ça. Fait que c'est vraiment comme essayer, continuer.
Puis je suis dans le grind, une personne à la fois qui se rajoute au show. Puis ça fait en sorte que, tu sais, je suis méchant à Montréal. Les gens qui sont là, j'ai connaissais quasiment toutes, mais il y avait beaucoup que j'avais jamais vu de ma vie encore. Fait que j'étais content de pouvoir les voir puis être devant eux. Ouais. Rouler, mais pas sur l'art. Ouais. Le titre est long, fait que je présume que c'est toi qui l'as trouvé. T'étais là au brainstorm, il me semble. J'étais là, ouais, c'est moi si qui je me l'ai souviens bien, c'est toi qui l'as trouvé. Ouais, c'était ça, ou genre... pauvre mais pas en rire, on fait la même là. Pauvre mais pas en joke ou on a fait la même là. Genre. Je sais plus. Ouais. De quoi de moins bon? C'est juste ça, je me souviens. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre-là? Ben, c'est rouler sur l'art, là. C'est ça, c'est rouler sur l'art. Je voulais reprendre l'idée de Vincent d'avoir un projet qui est voici ce qui n'est pas le rêve, tu sais, mettons. Et je sais pas comment ça va sortir. On est en ce moment après la tournée, un mois après quasiment. Puis je sais pas le montage j'ai rendu où, puis comment est-ce que ça va être capturé puis présenté. Mais un des aspects principaux qu'on voulait, c'est montrer la vraie vie d'une vraie tournée. C'est-à-dire se pointer à une place, puis il y a 8 billets vendus. Ou arriver à une place, puis finalement le setup est bizarre, puis tout le monde n'a pas de fun sur la scène. Ou on arrive à la place, puis quelqu'un sur le show est moins bon qu'il pensait qu'il allait être, toutes ces affaires-là. Puis rouler pas sur l'art, ça c'est j'en demandais juste comme chercher tous les mots reliés au champ lexical parce que de la voiture, parce qu'on va en tourner. C'est ça. Puis je me disais qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui ont un des noms longs, mais aussi qui ont vraiment ils ont vraiment comme hey, ça peut vraiment mal aller l'histoire là. On est à un flat de perdre 1000$. Puis si on perd 1000$, on perd tout notre argent parce que pour nous 1000$, c'est la fucking c'est le rêve là. Ah oui. Nous autres nous écoute, si on a 1000$, on sent comme Picsou là, qui peut sauter dans son dans sa piscine d'or. Exactement là. Fait que tu vas pogner le cru rapidement, je veux te dire, là. Ça se peut faire une commotion cérébrale, mais quand même je vois l'image. Mais tu vois, genre, je trouvais que rouler même pas sur l'or, ça fitait bien avec cet esprit-là. Puis comme quoi, j'ai pas fini de bégayer des fois, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant, fait que je suis content. Qu'est-ce que tu as appris de cette tournée-là en terminant? J'ai appris, premièrement, que Megan et Oli sont vraiment le fun. Ouais. J'ai appris que moi, j'avais jamais fait ce genre d'affaires-là, dans le sens que, mettons, à Trois-Bières, quand on va à quelque part, au pire, moi et Yannick, on habite ensemble dans la même chambre, mais en général, on a nos chambres séparées, dépendamment des festivals qui nous amènent. Toi et Yannick Belzile, ton co-animateur de un brave gaillard, un chic type en tout genre. Ah oui. Puis, cartooniste robuste. Absolument, qui va aller voir sur Instagram. Puis, si je n'arrive même pas à aller voir sur Instagram pour de vrai, je vais vous bouler si vous le faites pas. Et, mais ça, c'est la première fois que j'avais des colocs de chambre de tournée. Fait que quelqu'un qui arrive plus tard parce qu'ils veulent faire la fête plus longtemps que moi. Puis... Ouais, parce que t'as pas fait la tournée des humoristes de l'École nationale de l'humour, tu vois. C'est tough ce mot-là, man. Moi, genre, une affaire que je sais quand je suis présenté sur scène, c'est ça que je dis. École nationale de l'humour. École nationale de l'humour. École nationale de l'humour. Donc, t'as pas fait la tournée de l'École nationale de l'humour parce que t'as fait le programme d'auteur et non pas le programme d'humoriste. C'est ça. J'ai fait donc, c'est ta première tournée à vie. Ouais, exactement. Exactement, parce que essentiellement, je suis une vieille race qui parle mal. Fait que je peux pas me permettre de passer 2 ans à l'école. Financièrement, je pouvais pas. Puis tu vois, je suis vraiment content d'avoir fait ce move-là parce que je sais que j'aurais pas été dans une affaire qui aide l'école de l'humour. Parce que la main des humoristes, c'est quand t'es dans le premier tiers, genre. Puis je sais que j'aurais pas été dans le premier tiers de cette cohorte-là, anyway. Puis je suis content aussi parce que ça m'a fait un move financier qui a du sens. Là. Ouais. Je sais pas où je serais rendu aujourd'hui si j'avais fait le programme humoriste. Puis là, à cause de ça, ben, j'ai fait des contacts en début de télé, puis des affaires de la même, puis ça m'a fait rentrer chez Urbania, ça m'a fait rentrer faire l'affaire, j'ai appris plein d'affaires pareilles, puis tu sais, dans la première session, on a les mêmes cours que les étudiants en création. Fait que c'est super cool. Je t'ai un peu interrompu, donc qu'est-ce que ça t'a appris, cette tournée-là? Ben ça, vraiment, j'ai appris que Oli et Megan sont cool. Ouais. J'ai appris à dealer avec 3 personnes dans un appart. Ça m'est jamais arrivé ever de ma vie avant, moi que ce soit mes parents. À part ça, j'ai appris que Vincent est plus chill que j'aurais cru. Non, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup sur le nerf des fois, qui a pas été facile. C'est un gars stressé. Un gars stressé. J'ai dit à moi puis Vincent, on a fait ensemble une affaire qu'on a fait ensemble aussi. Le coin de l'amitié, qui est un podcast sur le Patreon de Trois-Bières où est-ce qu'on parle de notre amitié, d'où on se connaît et tout. Puis j'avais dit, à un moment donné, à l'école de l'humour, à Vincent, puis j'avais parlé là-dedans, t'as tellement d'émotions pour une seule personne.
À cette heure, il est moins pire qu'avant, mais il y a une époque où il était très, très bouillonnant. Il y a beaucoup d'émotions pour une seule personne. Puis, je dis d'empathie, là, genre, ça doit être vraiment rushant. C'est un bel hypersensible. Ouais. Si je peux me permettre, c'est Vincent Passant qui fait la technique. Belle preuve d'autoproduction qu'on se relaye pour faire la technique d'un podcast parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des techniciens externes à nous-mêmes. Oui. Mais juste pour corriger, puis je vais clairement en parler dans mon segment d'entrevue qui sera aiguillé par quelqu'un d'autre. J'ai toujours ces émotions-là, mais j'ai réalisé que ça faisait partie de ma job de le cacher. Oui, de le gérer. Produire un événement, c'est avoir confiance, même quand t'as pas confiance. Parce que tu peux pas être un élément tu peux pas être un leader négatif si tu veux mener un projet à terme. T'es celui qu'il faut qu'il y croit. Ben, t'aurais pu émettre des doutes, je pense, malgré tout, puis c'est arrivé, là. Mais c'est pas... mettons, le Vincent de l'école de l'humour aurait eu le panic button d'en face une couple de fois, ouvertement. Mais gentil, mettons... dire hey, là, il n'y a pas grand monde à Québec, je pense que je capote. Puis capoter carrément, c'est deux choses. Puis la version de Vincent mature aujourd'hui, j'en étais très fier, je suis vraiment content de lui. Ouais. Merci beaucoup. Dernière question, comment t'anticipes l'avenir? Où est-ce que tu aimerais aller après ça? Je veux que mon show puisse rouler, mais pour ça, il faut que j'aie plus d'abonnés Instagram. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je sais pas quelle caméra regarder, mais abonnez-vous. Quand t'es pas à TV ou à radio, c'est ma seule plateforme, c'est mon porte-voix, c'est mon compte Instagram. Puis je passe au TikTok parce que j'ai peur de tomber dans TikTok. C'est assez niaiseux, là, mais ma productivité va prendre... J'en perds déjà beaucoup trop, là, puis j'ai pas le temps. J'ai dit le nombre d'affaires que j'ai à faire par jour. Là. Fait que, tu sais... mais c'est ça. Comme je suis nulle part, mon porte-voix, c'est ça. Fait que s'il y a assez de monde, mettons, à Saint-Hyacinthe pour me le dire, soit ça. Ou... Là, mettons, à moyen terme, il y a deux affaires que j'aimerais. J'aimerais pouvoir faire plus dans mon show, pouvoir faire plus en plus de shows en général. Deux, j'aimerais trouver quelqu'un là, qui s'occupe d'un peu de mes affaires. Ouais. Comme là, j'envoie beaucoup trop d'emails par jour qui m'empêchent de travailler. Je suis beaucoup trop sur Messenger pour écrire du monde, puis là, prendre le temps ou des emails pour approcher des personnes, puis tout. Alors que je pourrais juste avoir quelqu'un qui fait « Hey, puis ça, qui reste personne de telle affaire. Ouais. » Puis ça me sauverait tellement de temps, puis de stress, puis d'énergie. Parce que des fois, je pense à une affaire pendant que j'en écris une autre, puis là, j'ai oublié cette affaire-là, que 3 jours après, j'y pense, puis là, pendant ce temps-là, je suis en train de faire un podcast de ici ou avec quelqu'un pour parler d'un autre projet qui aboutira peut-être pas finalement. Fait que là, je commence à avoir pas mal sur mon assiette, puis j'aimerais me concentrer sur ce que j'ai envie de manger. Parfait. Merci Pierre-Luc. Merci Guillaume. Pierre-Luc Racine, on te suit sur Instagram, Facebook, Twitter. Facebook, le reach est tellement rendu la calique de marde, là. Ben, ça bug tout le temps. Comment? Ben ouais. Ouais. Mais c'est fou, tu sais, comme mettons, une affaire, avec de l'humour, quand je suis rentré en 2017, Facebook, ça marchait encore. Genre, on pouvait faire... En fait, l'algorithme commençait à faire chier, mais tu sais, je peux avoir genre entre... Un bon statut, c'était 100 likes. Tu sais. Là, j'étais comme à 100, j'avais 1000 abonnés, là, c'est pas tant. Là. J'avais 10% des gens qui likaient. Puis à cette heure, un bon statut à 15 likes à cette heure. Là. Genre, ça a plus d'allure, là. Effectivement. Fait que je perds mon porte-voix de Facebook, ça c'est plate un peu. Là-dessus, je sais toujours pas quelle caméra regarder. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Pierre-Luc Racine, on a roulé, mais pas sur l'art.